Et donc, je repasse la parole directement du coup à Benoît Chauvin-Buteau, qui, je le rappelle, est donc ingénieur agro à la Chambre d'agriculture de la Drôme, spécialisé en arboriculture et en agriculture de précision. Les données, ça lui connaît. Et avec lui, on va parler de l'usage de l'imagerie et des capteurs open source au service du pilotage de la lutte contre le gel. Et on verra dans quelle mesure les deux approches modélisation et les approches terrain que vous proposez peuvent converger. Tout à fait. Merci beaucoup. Déjà, je tiens à préciser que je viens ici avec un témoignage, et je viens avec autant de réponses que de questions. Donc, je remercie par avance ceux qui pourront répondre aux questions que je vous mène aujourd'hui. L'idée, c'est de partager avec vous, sur nous, comment on utilise sur cette thématique-là, qui est une thématique centrale quand on travaille avec les arboriculteurs au quotidien, et comment le numérique peut nous aider dans ces suivis. Donc, juste 3 retours d'expérience sur l'utilisation de l'imagerie que nous avons, nous, avec les arboriculteurs. Donc, je viens du sud de la Drôme, au nord du Mont Ventoux, pour situer, et je travaille avec un groupe de producteurs, qui est le groupe producteur de l'abricot des Baronnies. Un des premiers retours cas d'usage que je voulais échanger avec vous, c'était l'usage de la télédétection pour le pilotage de l'irrigation. Donc là, je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à Bruno et le remercier parce que je suis venu à la télédétection en 2018 grâce à un séminaire de la chaire agrotique à Montpellier. Donc voilà, il faut rendre à Bruno ce qui appartient à Sentinelle-2. Pardon. Donc, ça fait maintenant 4 ans que j'utilise l'imagerie satellite dans le cadre du pilotage des vergers. Très clairement, en complément, moi je parle de la caisse à outils de l'agronome. Donc, c'est juste une clé de 13 que j'ai en plus dans ma caisse à outils. Elle n'a pas prétention à remplacer les autres, elle vient en plus. Et donc, c'est vrai que sur le pilotage de l'irrigation, moi, je suis de plus en plus convaincu qu'elle nous apporte quelque chose en pilotage d'irrigation. J'ai eu l'occasion de tester pas mal d'outils, plusieurs plateformes. C'est vrai qu'aujourd'hui, au départ, j'allais sur PEPS, je téléchargeais mes tuiles Sentinelle, je les passais sous QGIS. Bon, ça, c'est bon, je le ferai plus. Enfin, c'est pas mon boulot, moi, d'agronome sur le terrain. Clairement, chacun son job. Donc là, aujourd'hui, j'utilise plusieurs plateformes. La principale, c'est celle de EOS, Earth Observation System, donc qui est Crop Monitoring. Donc moi je suis vraiment très, très satisfait. Il y en a d'autres, je veux pas faire. Ils m'ont pas payé un voyage au Maroc après, je vous rassure, mais voilà, très, très, très fonctionnel. Concrètement, pour suivre donc les parcelles, j'ai un coût de à peu près $3 par hectare et par an. Sur une précision de 10 mètres, sur la précision de 3 mètres, on monte à $5, mais sur une campagne, c'est tout à fait acceptable. Je fais aussi de l'imagerie drone, et là, clairement, une des conclusions de ces 4 années de suivi de télédétection, c'est qu'en suivi de verger, chez les producteurs, le satellite a vraiment gagné le match vis-à-vis du drone. Donc là, je vous ai mis un retour d'expérience très, très concret cette année quand on parle de changement climatique en arboriculture. Voilà, Jean-François vous disait qu'il y avait des impacts sur les températures et sur la pluviométrie. Sur le secteur où je suis, moi, très concrètement, ce qu'on observe, si on regarde sur les 40 dernières années, c'est on prend, nous, notamment sur les températures maximales, température estivale, on prend plus 1,2 degré tous les 10 ans. Donc on a pris plus 4,8 degrés sur les 40 dernières années. Donc le stress hydrique, c'est une réalité. On n'est pas dans les modèles, on n'est pas dans la projection. Là, on est aujourd'hui. C'est un changement. Et ce qu'on observe aussi, de manière non équivoque, on a un total de pluviométrie qui est le même chez nous. Pardon pour vos oreilles. C'est environ 800 mm. Il faut poser les lunettes, du coup. Il faut les poser. C'est ça. Il faut les poser. J'en ai pas besoin, en fait. On est à peu près sur 800 mm par an. Donc ça, on a quasiment pas baissé. Par contre, la répartition, on a des périodes de sécheresse qui sont beaucoup plus longues. Typiquement, 2021, sortie d'hiver très sec. Donc on a eu 3 mois de sécheresse entre le mois de février et de janvier à avril, on va dire. Et voilà, l'exemple que je voulais partager avec vous, c'était clairement cette année, la télédétection nous a bien servi à déclencher les irrigations sur les oliviers. On a déclenché les irrigations au 20 mars sur les premières parcelles d'olivier. Il faut savoir que l'olivier, sa période où le stress hydrique est le plus pénalisant dans son cycle, c'est les 60 jours avant la floraison.
Donc une sécheresse de printemps a des conséquences agronomiques très, très importantes. Donc là, clairement, donc les deux indices que j'utilise moi en déclenchement d'irrigation, donc c'est le NDVI, je trouve que vraiment, moi j'aime les choses simples, hein, donc quand elles marchent, je ne m'en prive pas. Et clairement, le suivi de NDVI des parcelles nous donnait des indications sur leur état végétatif. Et un deuxième indice donc, que j'utilise moi, donc, qui est le NDMI, Normal Diffusion Moisture Index. Excusez-moi pour mon anglais qui est un peu de moi. Donc un indice de taille de détection. Et qui traduit l'humidité de la feuille, on pourrait le dire ça comme ça ? Qui est directement lié à la teneur en eau d'une surface. Donc on voit à la fois la surface végétale et le sol aussi. C'est, pour les aficionados, donc c'est le proche infrarouge moins l'infrarouge sur la somme des deux, quoi. On est dans ces bandes spectrales-là. Et donc, en fait, plus l'indice est sec et plus l'indice est haut, plus se rapproche de 1, moins la teneur en eau est élevée. Hein, d'accord. Et donc, très clairement, si vous voulez, le suivi de ces deux indices-là nous a permis de déclencher les irrigations. On a vu des stress hydriques très clairement sur ces parcelles-là. C'était très complémentaire à nos sondes qu'on avait en verger, parce que quand vous avez une sonde dans une parcelle, vous avez toujours le doute de est-ce que ma sonde est au bon endroit, est-ce que sur un arbre, une sonde à 40 ou même 60 cm, quand on a des arbres qui descendent à 5-6 mètres de profondeur. Donc là, en fait, on croise les deux. On a, OK, j'ai ma jauge de réservoir avec ma sonde qui me dit mon réservoir, il est à tel niveau, à telle profondeur, bien sûr. Mais on a aussi, surtout, qu'est-ce que l'arbre va puiser dans ce réservoir. Et c'est vraiment le croisement des deux qui est super intéressant pour le pilotage. Je vérifie le timing. Vous m'avez dit 45 minutes, hein, c'est ça ? À peu de choses près. Okay. Donc après, sur le stress, après avoir évoqué cette gestion du stress hydrique, deux retours d'expérience sur vraiment l'aspect gel, où le numérique nous a bien aidé et nous aide encore. Donc on a, sur le secteur dont je vous parlais, on a juste gelé pendant 58, 5 gels massifs, c'était pas arrivé depuis 1936 chez nous. Et parenthèse aussi, ce qui vraiment est nouveau, donc c'est cette fréquence-là, et ce qui est vraiment nouveau, c'est que sur 5 gels, on a pris 3 gelées noires en fait. Avant, une gelée noire, ça arrivait tous les 20 ans. Là, sur 5 épisodes gélifs, on a pris 3/5 de gelée noire. Donc on gèle plus souvent, et un type de gel auquel on n'était clairement pas habitué de manière traditionnelle. De l'intérêt de l'utilisation de caméras thermiques sur drone. Voilà. Merci de me recentrer. Donc, la caméra thermique. Donc, comme je vous disais, je suis aussi télépilote de drone que j'utilise. Donc, cette année, on avait, en fait, l'idée, c'était de mettre à disposition des producteurs, de tester différents moyens de lutte. On a testé tout ce qui était lutte contre les bactéries glaciogènes. On a travaillé avec l'INRA pour ça. Et utiliser aussi des foyers à biocombustible plutôt que de brûler la paraffine. Clairement, il faut qu'on anticipe. Aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux, mais il faut qu'on soit prêt pour demain à avoir d'autres types de foyers, d'autres types de convecteurs, entre guillemets. Et donc, on a testé les foyers Vitichauffe et les foyers Filpac, les foyers autrichiens Wiesel. Et donc la caméra thermique en suivi de gel nous a vraiment été très précieuse. Déjà, en retour expérience, les vols de nuit sont très bien passés, hein, il n'y a pas eu de crash. Voilà. Et vraiment, quand vous mettez au-dessus du verger en pleine nuit, sur un verger qui est protégé contre le gel, vous avez, donc là, si vous voyez l'image de droite, une vue d'ensemble vraiment de tout ce qui se passe au niveau thermique sur la parcelle, quoi. Donc on s'en doutait, mais on a très vite vu aussi que la capacité de rayonnement de tous nos foyers, que ce soit les bougies, était quand même vraiment très limitée. Hein. On avait sur un foyer, donc là, vous voyez sur la zone la plus rouge, on est à 190-200 degrés, et 2 mètres à côté, on était en température négative. Donc des choses qu'on pressentait, mais là, du coup, ça nous permet de les chiffrer de manière très claire. La caméra thermique, donc je m'en servais aussi, pas forcément en volant, mais je l'avais à la main quand je tournais la nuit avec les producteurs. Et j'ai été vraiment très, très surpris des différences. En fait, quand on parle de lutte contre les gels, évidemment, la clé, c'est la température. Mais derrière la température, de quoi on parle ?
Et je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait tellement... Enfin, pour les producteurs, c'était très, très confus. Voilà, qu'on déclenchait des protections avec des températures sous abri. Pour aller à l'essentiel, donc là, clairement, pour moi, le numérique nous apporte une donnée nouvelle. C'est que, là, je vous ai mis un exemple. Donc ça, c'était sur notre premier gel du 25 mars. On avait une température sous abri de moins 4,8 degrés. Et quand moi, je tournais, c'est des vergers d'abricotiers, donc la caméra permet de mesurer la température des fruits. Les fruits, ils étaient à moins 8, moins 9, quoi. Donc, quand on parle du oui, j'ai gelé à 100%, pourtant j'étais juste, voilà. C'est un outil qui, à mon avis, peut nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé, à mieux débriefer les épisodes de gel. Et justement, dans ces suivis que j'ai pu faire avec ces suivis que nous avons fait nuitamment avec les producteurs. Quel dévouement. Je devais caser un mot, voilà, c'est fait. Donc on a travaillé sur un réseau de capteurs connectés. On s'est très vite... Enfin, moi j'ai eu vraiment pas une révélation, le mot est un peu fort, mais en accompagnant la nuit les producteurs, en fait, le déclenchement de la lutte anti-gel, aujourd'hui, grosso modo, le système d'alerte que tu évoquais tout à l'heure, je trouve qu'il fonctionne pas si mal. Il y a différents. Mais par contre, une fois qu'on est dans la lutte, qu'on est dedans, alors là, par contre, on navigue à vue complètement et c'est totalement empirique. Et donc, un producteur qui va avoir, je sais pas, 5-6 parcelles à protéger, par laquelle je commence à chauffer, j'allume une bougie sur 2, de combien monte la température. Donc là, tout ce pilotage, en fait, à l'instant T de la lutte, on a vu qu'il y avait un besoin de développer des essaims de capteurs pour multiplier les points de prise de température, tout simplement, dans les vergers. Donc, ce qu'on a fait, combien de temps il me reste ? Ok. On a travaillé sur... déjà, on s'est renseigné savoir s'il existait des solutions clés en main pour développer des réseaux de capteurs chez les producteurs. Donc, on n'a pas trouvé. Donc là, je relance mon appel. On n'est absolument pas fermé. Si on a développé notre solution, c'est qu'on n'en a pas trouvé une toute faite. On s'est rapproché des fournisseurs de stations météo qui étaient chez les producteurs. Et donc là, à chaque fois, c'est une réponse, mettez autant de stations météo que vous avez besoin. Donc nous, c'est à peu près 20 prises de température sur une exploitation moyenne. On est sur des petites exploitations, sur des coûts moyens de 250 le moins cher à les 400 €. Donc, moi, c'est une solution qui me convenait pas. C'était pas tenable, ouais. Non. Donc, on s'est dit, si ça n'existe pas, on va le faire. On est parti donc après on travaille avec un Fab Lab donc, qui est à fond sur le développement des réseaux LoRa. Donc, un petit mot sur la technologie LoRaWAN, qui est le chaînon manquant dans tout ce qui est l'Internet des objets. En complément du Wi-Fi, du Bluetooth, des données mobiles. En fait, si on peut caractériser la technologie LoRa, qui est une technologie aujourd'hui utilisée dans le monde, mais qui a été inventée par une start-up grenobloise, c'est loin, longtemps, low cost. C'est vraiment sa signature, entre guillemets. Loin, c'est-à-dire qu'on va avoir une portée d'à peu près 10-15 km, donc qui est tout à fait adaptée à notre problématique d'une exploitation qui a plusieurs parcelles à protéger contre le gel. Longtemps, donc sur des capteurs qui utilisent des très faibles données et qui ont des grandes autonomies. Là, je vous ai amené un capteur qu'on utilise, un capteur comme ça, donc il n'y a pas besoin de panneaux solaires. Donc là, il y a le capteur, il y a l'antenne, enfin, il y a un capteur température-humidité. La batterie, elle a une durée de vie de 10 ans, quoi, si vous voulez. Et low cost, parce qu'effectivement, comme ce côté faible données, et vu qu'on est sur un réseau de fréquence 868 MHz, qui est une fréquence gratuite, on est sur un réseau low cost aussi. Ça, je vais passer là-dessus. Juste voilà, le principe des différents étages. Vous avez les capteurs, là, vous avez le CubeCell, le premier qu'on a testé, qui va envoyer son message, dont son uplink sur une antenne LoRaWAN, qui, elle, est connectée à Internet. Et voilà, et on va accéder à la donnée via un serveur. On a commencé, comme je vous disais, tester une série de capteurs. Je vous parlais des prix, parce que c'était une des motivations du projet. Donc là, aujourd'hui, on est sur des capteurs température, humidité, entre 35 et 55 €.
et qui vont nous permettre de faire des essaims de capteurs à un coût raisonnable pour l'arboriculteur. On a testé 3 niveaux en fait dans ce. Je dis ok, on a une technologie, LoRaWAN, on a des capteurs. Bon après comment on met tout ça en musique quoi. Donc 3 options sont présentées à nous. Je vous ai mis là, do it yourself. Donc là, tout faire soi-même. Avec le Fab Lab qui était à fond, ouais, vous avez besoin de personne, vous allez coder vos capteurs et tout. C'est le Fab Lab qui appelle justement pour savoir où est-ce que ça en est? Non, c'est le minuteur. Comme quoi. C'est mon minuteur. Donc voilà, on a très vite évacué, on s'est dit, si on doit être prêt au mois de mars, qu'on doit développer notre système d'antenne, coder nos capteurs, c'est mort, c'est pas la peine. Donc on s'est très vite tourné et puis on s'est vers le réseau donc Obgenius de Bouygues Télécom, pardon, pas de France Télécom, qui je reviens de suite après. Et donc il y a 3 niveaux où je vais vous les détailler. Donc le niveau 1, je vous l'ai dit, on l'a exclu. Le niveau 2, donc en fait, ce que j'ai appelé le compromis. Donc vous avez un réseau aujourd'hui open source, un réseau communautaire qui s'appelle TTN, The Thing Next Works, qui est vraiment un réseau, là aussi mondial, qui est dédié, c'est un peu le LibreOffice, si vous voulez, de l'Internet des objets, qui est voilà, un outil aujourd'hui testé et approuvé. Et donc, soit vous faites vous-même votre propre réseau privé LoRaWAN et vous allez dessus, soit vous passez, donc aujourd'hui, il y a un fournisseur que moi j'ai identifié et voilà, qu'on va continuer de tester, mais pour l'instant qui répond à nos besoins, qui est MyDevice. Donc en fait, vous développez votre réseau d'antenne LoRaWAN, mais il y a en fait le producteur ou leur conseiller n'a pas besoin de savoir coder. Donc vous avez tout un système, vous voyez, vous avez un QR code sur le capteur, pour enregistrer ce capteur sur le réseau, le géolocaliser et après le consulter. Donc, pas besoin de compétences en informatique particulières. Ça a un coût, 12 € par capteur et par an. Et donc, à très court terme, donc on va travailler, nous, ce réseau-là à moyen terme. On va développer notre propre réseau d'antenne, mais il faut qu'on soit prêt pour le mois de mars. Et donc là, clairement, la solution clé en main qui nous donne satisfaction aujourd'hui, c'est le réseau Obgenius de Spot. Donc là, il y a un réseau d'antennes qui est déjà existant, avec une couverture qui est vraiment bien. Ça coûte, voilà, par capteur, c'est 16 € par capteur et par an. Mais clairement, voilà, sur un capteur à 32 €, on reste encore dans quelque chose tout à fait d'acceptable. Et là, du coup, ça marche. Voilà, y a pas de, on est sur une solution éprouvée, et sachant aussi qu'on peut ajouter ce réseau-là, cette solution-là propose tout un catalogue de capteurs, mais qui sont dans leur catalogue. Le premier capteur, il est à 150 €. Et donc, nos capteurs, nous, on a pu les ajouter à ce réseau-là. On peut approvisionner en capteurs qui ne sont pas dans leur catalogue. Ça marche très bien. On a testé. En conclusion, donc voilà, je vous disais, la chaire agrotique, c'est aussi avant tout un espace d'entreprise. Donc c'était un appel que je voulais lancer. Donc il y a vraiment un marché. Voilà, si je n'étais pas ingénieur agronome, je crois que j'aurais monté ma boîte pour lancer là-dessus, parce que je suis persuadé qu'il y a un potentiel et un besoin qui est non satisfait pour accompagner les producteurs. Et aussi, donc, le numérique doit venir en complément de l'expertise agronomique, et aussi une dimension, on parle du numérique par rapport au changement climatique, par rapport au stress, aux différents stress qu'on peut avoir. Moi, il y a un stress dont j'ai été témoin, c'est le stress des arboriculteurs. Et le numérique peut vraiment aider, quand vous êtes en pleine nuit, que tout part en vrille, d'avoir des données qui peuvent vous poser en disant, voilà, là on en est là, je vais piloter de manière sereine. Le numérique peut aussi avoir une dimension psychologique pour nos arboriculteurs qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Merci. Super, merci beaucoup Benoît. On a plein de questions pour vous, notamment sur la question du pilotage de l'irrigation par télédétection. Vous utilisez Sentinel-2. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de résolution, parce que la résolution est de 10 par 10 pour le NDVI et de 20 par 20 pour le NDMI. Et donc du coup, chaque pixel représente au moins autant la couverture de l'interrang que la canopée des arbres fruitiers. Comment vous gérez cet éventuel problème ? Excellente question. Donc, je vous rassure qu'on s'est posé, évidemment. Là, je vous affiche à l'écran une parcelle d'olivier qui fait 5000 m².
Donc là, quand on parle de résolution, nous, on n'est pas sur des parcelles de... Je ne sais pas si c'est une question quelqu'un dans la salle. Enchaîne. Qui était super importante. Donc pendant les 3 premières années, en fait, on a couplé, nous, un suivi satellite sur un réseau de quinzaine de parcelles d'oliviers. On a couplé un suivi drone et un suivi satellite. Et pour comparer, pour voir si la précision satellite était satisfaisante. Et on est clairement arrivé à la conclusion que le satellite avait... pour l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire si on tolère une erreur de 10%, de 5 à 10%, j'ai un problème avec ce micro, de 5 à 10%, la donnée satellite avec ces précisions-là qui sont affichées de 10 à 20 mètres, voilà, en pilotage agronomique... pour l'irrigation, en tout cas, ça suffit peut-être pas pour du pilotage d'intrants hyper précis, si. Mais pour l'irrigation, ça suffirait. Même pour les autres paramètres, clairement... Voilà. Et on a aussi testé la couverture. Du coup, quand on faisait des images drones, on identifiait les rangées d'arbres et on a extrait l'interrang et pareil là, entre guillemets, la pollution de cet interrang était vraiment négligeable. Donc voilà, comme je vous dis, j'aime les choses simples. Donc quand les choses simples marchent. Deuxième sujet, vous avez traité de la question de l'imagerie thermique avec l'utilisation de caméras pour évaluer et piloter la lutte contre le gel. On constate souvent des fluctuations importantes de la température de surface des végétaux au moindre courant d'air. Est-ce que vous avez constaté le moindre problème et est-ce que du coup ça a limité l'impact ou l'intérêt de la caméra thermique pour le pilotage de la lutte contre le gel? Alors là, la question, c'est l'interférence des vents, effectivement, au moment voilà, est-ce qu'en gros, du coup, au fur et à mesure du temps, à la seconde près, on peut avoir des variations hyper importantes compte tenu du vent et des courants d'air? Est-ce que du coup, ça remet en cause l'intérêt de la caméra ou pas? Pour moi, non. Non, clairement, parce que déjà... non, je voyais des choses assez cohérentes. Et finalement, il y a des variabilités, mais il n'y a pas une variabilité qui m'a dit là, on a des valeurs aberrantes ou... non. Donc pas de problème de ce point de vue-là. Ouais, dans mon expérience. Hein. Oui. C'est l'objet. Hein. On travaille avec on vous écoute, donc pas de souci. C'est votre expérience qu'on cherche à analyser. Quid du positionnement des capteurs? Vous venez de nous expliquer que vous avez dû investir dans la création de votre propre réseau, et d'intégrer vos propres capteurs et vous débrouiller un peu tout seul, par défaut d'offres sur le marché. Oui. Comment vous avez réfléchi le positionnement de ces capteurs dans le verger pour avoir une représentativité de la situation du verger? Alors j'imagine en plus qu'il y a des situations, il y a des questions de verre, de relief qui impactent les microclimats. Tout à fait. Déjà, c'était une des motivations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le producteur, il mettait une station Sencrop, par exemple, au milieu de son verger. Donc, température sous un bris à 1 mètre sol. Moi, quand je comparais cette température-là avec la température au niveau des fruits qui sont à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, il y avait 2-3 degrés d'écart. Donc déjà, aller mettre le capteur au niveau de là où sont les fruits, ça a été une des premières motivations. Je vous mets la photo là. Vous voyez, le capteur, on le met là, dans la frondaison. Et l'idée de l'essaim de capteurs, c'est qu'on va multiplier tellement le nombre de capteurs que du coup, on va très vite avoir une vue d'ensemble. Donc s'il y a une donnée aberrante, c'est pas grave. On a 2-3 données, quand on a 4-5 capteurs sur une parcelle. Du coup, la multiplication des capteurs évite ce Et justement, comment vous avez déterminé le bon nombre de capteurs à déployer dans le verger? C'est au doigt mouillé ou un arbre sur deux? Là, j'ai écouté les producteurs, je leur dis là, tu aurais besoin... C'est eux qui connaissent leur parcelle et qui positionnent ça en fonction de... On dit, bon là, j'ai le vent qui arrive, la brise de pente qui arrive. Encore une fois, une réflexion assez empirique. Oui. Je conclue sur la dernière question. Est-ce que les filets paragrèles pénalisent la qualité de perception du signal des différents indicateurs NDVI et NDMI? Donc là, on revient sur le pilotage par télédétection. Alors pénalise, non. Perturbe, impacte évidemment. Donc, mais par contre, on a dans nos réseaux suivis des parcelles qui sont sous filet. Et vous arrivez à gérer. Et on voit tout à fait les variations. Après, on applique le correction sur des filets, nous, paragrèles, où on est à peu près entre 15 et 20% d'obstruction de la lumière. On affixe ce coefficient en fait, du filet aux indices qu'on mesure. Donc, juste un paramètre à faire évoluer. Merci beaucoup. Moi, je retiens de votre intervention notamment que on a beaucoup travaillé sur le pilotage et l'optimisation des intrants. Reste maintenant à travailler au pilotage de la lutte contre le gel, la lutte contre les aléas et le traitement des aléas en direct. Il y a des vrais pilotages à imaginer grâce à des outils numériques et vous le témoignez avec la caméra thermique par exemple. Merci beaucoup en tout cas.